On vous présente l'IFRS 7, les instruments financiers, informations à fournir. Ça commence tout de suite. On commence tout de suite par une introduction. Donc, l'IASB finalise en 2005 une norme internationale, l'IFRS 7. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007, destinée à remplacer l'IAS 30 et l'IAS 32. Donc, cette norme impose aux entités qui détiennent et qui émettent des instruments financiers de fournir un certain nombre d'informations dans leurs états financiers, afin de permettre aux utilisateurs des comptes d'évaluer d'une part l'importance des instruments financiers et de la performance financière, et d'autre part évaluer la nature et l'ampleur des risques liés aux instruments financiers. Elle expose des principes qui complètent les principes de comptabilisation, d'évaluation et de présentation des actifs financiers et des passifs financiers énoncés dans l'IAS 32. Son application est faite par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, avec un certain nombre d'exceptions comme les contrats d'assurance, les droits et les obligations des employeurs découlant de régimes d'avantage du personnel. Commençons par présenter le contexte économique de l'homologation du texte. Vers le milieu de l'année 2007, le système financier mondial connaît de très fortes volatilités des marchés et une raréfaction du crédit. Originaire du marché immobilier américain, la crise s'est propagée sur l'ensemble du système financier mondial, particulièrement sur le secteur bancaire. Les causes présupposées sont multiples et interconnectées. Situation macroéconomique instable du fait de politiques monétaires pas suffisamment fortes, taux d'intérêt trop faibles, générant un abus dans l'utilisation et la consommation des crédits ayant entraîné le krach, dysfonctionnement microéconomique du fait de négociations d'instruments financiers complexes conjugués à une exigence de rentabilité et le relâchement des conditions d'attribution des crédits. Enfin, on a constaté des pratiques financières à haut risque et la diffusion de produits financiers par le biais de la titrisation des crédits hypothécaires. Adoptées en France et en Europe depuis 2005, les IFRS ont été vivement critiquées dans le cadre de la crise. En effet, elles ont été considérées comme facteurs aggravants de la crise financière, illustrées par des dépréciations massives des banques inquiétant les marchés et les rendant instables, alors qu'elles ne correspondaient pas à des pertes effectives. Dans une procédure d'urgence engagée par l'IASB et justifiée par la crise des marchés financiers, la Commission européenne a adopté le 15 octobre 2008 le règlement CE 1004-2008 relatif aux amendements de la norme IFRS 7, instruments financiers, informations à fournir. Ainsi, à travers cet amendement, les banques et les intermédiaires financiers ont pu opérer des reclassements des instruments financiers de la rubrique actifs financiers à la juste valeur par le compte du résultat en actifs financiers disponibles à la vente et reclasser des instruments présents dans la rubrique actifs financiers disponibles à la vente en prêts et créances. L'objectif est de permettre aux institutions financières d'atténuer les impacts liés à la crise sur leurs états financiers et par ailleurs d'harmoniser les règles comptables européennes et américaines. Dans cette partie 1, nous verrons les instruments financiers et informations à fournir à travers les états financiers, bilan, compte de résultat et annexes, mais sous la terminologie des IFRS, c'est-à-dire l'état de la situation financière, l'état du résultat global, et pour les annexes, c'est les autres informations à fournir. Avant d'aborder les informations à fournir sur l'état de la situation financière, on passera en revue sur la définition des instruments financiers donnés par IAS 32, ainsi que les méthodes d'évaluation des instruments financiers qui sont définies dans IFRS 9. Selon IAS 32, un instrument financier, c'est tout contrat donnant lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre entité. Il est important de retenir la notion de droit ou d'obligation contractuelle. Un droit de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier provenant d'une autre entité, ou une obligation de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à une autre entité. Il s'agit nécessairement d'un échange avec une autre entité, et on retrouve essentiellement des échanges d'actifs ou de passifs financiers. Et les instruments financiers comprennent d'une part des instruments primaires tels que les créances, les dettes, les instruments de capitaux propres, et d'autre part des instruments financiers dérivés tels que les options financières, les contrats à terme, ou les swaps de taux d'intérêt et de devises. On peut également définir une chose par ce qu'elle n'est pas, par exemple les actifs physiques tels que les stocks, les IMO corporels, ne sont pas des actifs financiers car ils ne donnent pas naissance à un droit actuel de recevoir de la trésorerie ou d'autres actifs financiers, ou d'autres actifs comme les charges payées d'avance ont pour avantage économique futur
la réception de biens ou de services plutôt que le droit de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier. Et d'autres actifs passifs ne sont pas contractuels, comme les impôts, qui sont des obligations légales imposées par les pouvoirs publics. La comptabilisation des instruments financiers va se faire sous 3 catégories, et ce choix de comptabilisation va se faire selon des critères, le modèle économique de l'entité et les critères sur les flux de trésorerie contractuels. On va se poser une première question. Est-ce que les flux de trésorerie représentent uniquement le paiement du principal et des intérêts? Si la réponse est oui, on va exclure l'une des méthodes d'évaluation et on va se recentrer sur les deux autres. Et on va se poser une question sur le modèle économique de l'entité, à savoir l'objectif de détention de ces actifs financiers. Est-ce que l'objectif est uniquement la collecte des flux de trésorerie contractuels? Si c'est le cas, alors il s'agira de l'évaluation au coût amorti. Et si l'objectif de collecte se combine avec un objectif de revendre les actifs financiers, alors l'évaluation sera l'évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Et si le flux de trésorerie ne représente pas uniquement le paiement du principal et des intérêts, il ne s'agit pas d'un prêt basique, et que l'objectif de détention est uniquement d'acheter et de revendre activement, c'est une détention à court terme, alors l'évaluation sera à la juste valeur par le biais du résultat net. Et selon les deux méthodes d'évaluation, on va intégrer la variation de la juste valeur soit dans l'état autre élément du résultat global ou soit dans le résultat net. Concernant l'évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net, les informations à fournir pour les actifs financiers, il y a l'exposition maximale au risque de crédit, qui est le risque que l'une des parties au contrat fasse défaut, générant une perte pour l'autre partie. Puis on renseigne la réduction de cette exposition en raison de l'existence d'un autre instrument lié. Et enfin, la variation de la juste valeur de l'actif financier, ainsi que celle des instruments liés à l'actif financier. Concernant les informations à fournir pour les passifs financiers, on fournit une description détaillée des méthodes concernant le montant de la variation de la juste valeur du passif, et ainsi qu'on renseigne la part de la variation de la juste valeur qui est attribuable aux variations du risque de crédit. Enfin, il y a également une description détaillée pour expliquer une éventuelle non-concordance comptable. Et par non-concordance comptable, cela désigne l'incohérence d'évaluation. Par exemple, un actif financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net et un passif qui est relié à cet actif et qui sera lui évalué au coût amorti. Et l'idéal est d'harmoniser la méthode d'évaluation pour ces deux instruments financiers sous la juste valeur par le biais du résultat net. Et l'entité pourrait fournir des informations plus pertinentes et plus précises. Enfin, on fournit également une note explicative si les informations ne permettent pas de donner une image fidèle de la juste valeur. Concernant l'évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, on va préciser les motifs de ce choix de présentation, quels placements y sont concernés, ainsi que la juste valeur de chacun de ces placements à la clôture, ainsi que tout virement du profit ou de la perte entre les composantes de capitaux propres, en précisant le motif, et on va préciser le montant des dividendes comptabilisés, en distinguant les dividendes liés à des placements détenus à la fin de la période, ainsi que les dividendes liés à des placements décomptabilisés. À savoir qu'une entité ne doit décomptabiliser un actif financier que dans l'un ou l'autre des cas suivants, soit les droits contractuels sur les flux de trésorerie de l'actif financier arrivent à expiration, ou soit l'entité transfère l'actif financier. Et on reviendra sur les transferts d'actifs financiers un peu plus tard. Il y a d'autres informations à fournir. Sur le reclassement, l'entité devra fournir la date de reclassement, une explication détaillée du changement de modèle, une description qualitative de son effet sur les états financiers. Aucun passif n'est à reclasser, seulement les actifs le sont. Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers. Ici, selon l'IAS 32, un actif financier et passif financier doivent être compensés. Leur solde peut être présenté si et seulement si une entité a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser et a l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Donc ici, l'objectif, c'est d'évaluer l'incidence actuelle ou potentielle des accords et des droits de compensation. Pour les actifs affectés en garantie, il faudra fournir la valeur comptable des actifs financiers et termes et conditions de l'affectation en garantie.
Les comptes de correction, il faudra mentionner l'existence ou non d'un compte de correction au lieu de réduire directement sur le compte. Pour les instruments financiers, il faudra indiquer l'existence des caractéristiques d'un instrument financier lorsque celui-ci est composé à la fois d'une composante passive et une composante capitaux propres. Les défaillances, ici, il faudra fournir des informations détaillées sur toute défaillance et la valeur comptable des emprunts en souffrance à la date de clôture. Passons maintenant à l'état du résultat global, le compte de résultat en IFRS. L'entité devra fournir plusieurs éléments. Les profits ou les pertes nettes, en fonction s'ils sont évalués à la juste valeur par résultat ou au coût amorti, mentionner le total des produits d'intérêt et charges d'intérêt, mentionner les produits et charges de commission liés aux actifs évalués au coût amorti et aux passifs financiers, et ceux qui sont liés aux activités de fiducie et autres activités de gestion d'actifs pour autrui. Mentionner aussi le montant des pertes de valeur pour chaque catégorie d'actifs financiers, et les produits d'intérêt sur des actifs financiers qui ont subi une perte de valeur. Et c'est pas fini, il y a aussi d'autres informations à fournir. Il y a des informations à fournir pour la juste valeur. Lorsque la juste valeur n'est ni attestée par un cours sur un marché, ni basée sur une technique d'évaluation, donc ce sont des données non observables, il faudra fournir la méthode appliquée pour comptabiliser en résultat la différence entre la juste valeur de la première comptabilisation initiale et le prix de transaction, fournir la différence totale restant à comptabiliser en résultat net au début et à la fin de la période. Et enfin, une description des indications étayant cette juste valeur. Donc, pour ma part, je vais vous présenter la comptabilité de couverture. Donc, il faut savoir que c'est donc l'achat ou la vente d'instruments financiers pour réduire le risque de variation de l'élément couvert. Donc, dans l'IFRS 7, il nous présente la comptabilité de couverture sous 3 différents axes qui indiquent chacun des modalités de présentation qu'il faut indiquer pour la comptabilité de couverture, qu'on verra en détail dans les slides suivantes. Donc maintenant, on va voir un exemple de comptabilité de couverture un peu plus concret. Je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant pour illustrer un petit peu ce que c'est la comptabilité de couverture dans l'IFRS 7. Donc j'ai pris l'exemple du swap. On a tous déjà entendu parler, je pense, plus ou moins. Donc le swap peut être utilisé dans plein de cas différents pour couvrir plein d'opérations. Donc l'exemple que j'ai pris, c'est imaginons qu'une entreprise acquiert un portefeuille d'obligations qui est à taux variable. Donc dans cette opération, l'entreprise est exposée à un risque des variations des taux de son portefeuille. Donc si on imagine qu'elle ne veut plus faire face à un risque si important, ou alors qu'elle anticipe une baisse, elle peut se rapprocher d'une banque et négocier un contrat swap. Et ce contrat va faire en sorte que donc l'entreprise, recevra un taux fixe qui aura été négocié au préalable avec la banque. Et la banque, elle, recevra le taux variable directement du portefeuille d'obligations qui a été acheté à la base pour l'entreprise. Donc cette opération, ça va permettre à l'entreprise, donc dans ce cas-là, de complètement éliminer le risque. Parfois, ça permet seulement de le diminuer, ça dépend vraiment des contrats swap. C'est par exemple couvrir seulement une partie du portefeuille ou seulement entre 2 pourcentages. Donc là, on a pris l'exemple où c'était en totalité. Mais faut bien savoir qu'il existe beaucoup de swaps et pour couvrir beaucoup de choses, pas forcément que des obligations comme dans notre exemple. Ça peut aussi être pour des devises, pour des taux d'inflation, des taux d'intérêt, etc. Donc, comme on l'a vu dans la première slide qui concernait la comptabilité de couverture, il y a 3 axes qui sont définis donc par l'IFRS 7 et qui précisent comment la comptabilité de couverture doit être illustrée et expliquée dans les rapports des entreprises. Donc le premier axe, c'est la stratégie de gestion des risques. Cet axe doit permettre au lecteur d'apprécier notamment l'origine du risque, quel instrument est utilisé pour limiter ce risque et l'ampleur du risque. Donc le deuxième axe, c'est montant, échéance et degré d'incertitude des flux de trésorerie futurs. Cet axe, il demande plutôt de préciser des informations quantitatives et il est plus axé sur l'instrument de couverture en lui-même
en fournissant, il demande de fournir par exemple un échéancier de la valeur nominale de l'instrument de couverture par exemple. Le dernier axe qui est les effets de la comptabilité de couverture sur la situation et la performance financière. Donc cet axe il demande plutôt des informations qualitatives pour apprécier les effets de la comptabilité de couverture sur la performance de la société. Donc cet axe il définit 3 différents types de couverture. Donc il y a la juste valeur, les flux de trésorerie et l'investissement net dans une activité à l'étranger. Et donc pour ces 3 types de couverture, il va falloir indiquer dans un tableau dans quelle mesure il couvre des risques et quels effets est-ce que la compta de couverture a sur la performance de la société. Dans cette seconde partie, nous présentons la nature et l'ampleur des risques ainsi que les transferts d'actifs financiers. Pour le premier élément, nous avons 3 grands risques que nous allons présenter parmi les 5 présentés par la norme, auxquels nous vous expliquerons aussi les informations qualitatives et quantitatives à fournir. Pour ce qui relève du transfert d'actifs financiers, nous allons aborder ce qui relève des actifs financiers transférés non décomptabilisés et ce qui relève des liens conservés avec un actif décomptabilisé. Donc pour ce qui relève de la nature et de l'ampleur des risques, nous avons 3 grands risques que ma collègue vous présentera. Ces risques sont complétés par des informations qualitatives et quantitatives. Pour ce qui relève des informations qualitatives, tout d'abord il faut renseigner les expositions au risque. Ensuite, il faut renseigner les objectifs qui amènent à prendre ce risque, ainsi que les procédures de gestion du risque et méthodes utilisées par l'entité pour mesurer le risque. Enfin, on mesure les variations des 2 cas précédents par rapport aux années d'avant. En gros, grâce aux informations qualitatives, on aura le pourquoi on a pris ce risque et comment on le mesure. Ensuite, on va avoir des informations quantitatives. Dans ces informations quantitatives, essentiellement, on va fournir des informations spécifiques à chaque risque. Cependant, si celles-ci sont incomplètes, celles-ci seront présentées par ma collègue donc, si celles-ci sont incomplètes, on fournit des informations sur les concentrations de risque. Et dans ces concentrations de risque, il y a une nouvelle description des méthodes, mais plus précise. Cette fois-ci, c'est la manière dont la direction détermine les concentrations de risque. On va également trouver aussi les montants qui sont en jeu. Antoine a expliqué précédemment comment est-ce qu'il fallait présenter les risques de manière générale et quelles informations il fallait donner dans tous les cas. Maintenant, on va aller un petit peu en détail sur chaque type de risque. Donc, il y en a 3 et on va commencer par le risque de crédit. Donc, le risque de crédit, c'est lorsqu'une entreprise prête de l'argent et c'est le risque que l'emprunteur ne rembourse pas tout ou partie de sa dette. Donc, ce qu'il faut fournir pour ce risque-là en particulier, donc c'est l'exposition au risque. C'est qu'est-ce que l'entreprise a prêté, c'est-à-dire combien et à qui. Et s'il y a eu des dépréciations ou des retards de paiement, il faut le préciser. Donc le deuxième risque que nous allons voir ensemble, c'est le risque de liquidité. Donc c'est le risque que certains placements soient difficiles à vendre. Et pour ce risque, il faut fournir deux éléments principaux. Donc le premier, c'est l'analyse des échéances. Donc quand est-ce que dans un tableau d'échéance, le placement pourra être vendu, ou au contraire, est-ce qu'il y a des moments où ce ne sera pas possible? Et en deuxième, de savoir comment est-ce que l'entité gère ce risque. Et donc le dernier risque que nous allons voir, c'est le risque de marché. Donc le risque de marché, c'est le risque qu'il y ait des pertes liées aux fluctuations du marché. Donc c'est quand les entreprises ont des actions, ont des devises, et qu'il peut y avoir des risques donc, de pertes si les marchés baissent trop. Donc ce qu'il faut fournir pour ce risque, c'est une analyse de sensibilité. Donc une analyse de sensibilité, c'est de faire un petit peu une étude et voir comment vont agir les actions qu'on possède. On va faire différentes hypothèses, et avec ces hypothèses, il va y avoir des fluctuations différentes. Et donc préciser donc sur dans les rapports comment est-ce que l'action est susceptible de se comporter selon les hypothèses. Et il faut également préciser la méthode qu'on utilise, de façon à ce que les lecteurs sachent un petit peu la valeur des actions, par exemple, et la valeur qu'elles vont avoir dans un temps donné. Concernant les transferts d'actifs financiers, l'entité durant l'exercice transfère des actifs. Mais ceux-ci continuent parfois d'être comptabilisés ou conservent un lien avec l'entité malgré leur décomptabilisation. Donc ces deux catégories vont donner lieu à des informations, globalement les mêmes informations, mais qui vont légèrement différer suivant la catégorie auquel elles sont rattachées. Concrètement,
Pour les actifs transférés non décomptabilisés, l'objectif des informations qui vont être amenées, ça va être de comprendre la relation entre les actifs financiers transférés et les passifs associés. Il y a des risques, bien évidemment, mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les passifs associés plutôt que les risques. Dans la deuxième catégorie, pour les liens conservés avec les actifs transférés, cette fois-ci, on s'intéresse aux liens conservés avec les actifs décomptabilisés ainsi que les risques associés plutôt que les passifs. Concernant les actifs financiers transférés non décomptabilisés, on a deux spécificités. Quand l'entité transfère un actif, première spécificité, en fait, elle conserve un droit, celui de recevoir les flux financiers. Deuxième spécificité, elle verse ces flux financiers à un bénéficiaire désigné dans le contrat de transfert. Une petite note, ça ne peut pas être une opération de portage qui réalise un profit, c'est expliqué dans l'IFRS 9, et maintenant j'y viens. L'IFRS 7 expose le résultat, mais c'est l'IFRS 9 qui met en place les conditions pour savoir si on a affaire à un actif financier transféré non décomptabilisé. Ces conditions sont au nombre de 3. Si on vend ou on donne l'actif, ce sera forcément aux bénéficiaires finaux du contrat de transfert d'actifs. Quand on reçoit les flux financiers, on les remet sans délai aux bénéficiaires finaux du contrat de transfert d'actifs. Et surtout, ces flux financiers versés sont au maximum l'équivalent des rentrées liées à l'actif initial. Donc pas de profit dégagé. Une fois les conditions exigées par l'IFRS 9 remplies, on va pouvoir compléter les informations demandées par l'IFRS 7. Les informations à fournir le sont à la date de clôture et sont les suivantes: la nature des actifs transférés, la nature des risques et avantages attachés à ces actifs, une description de la relation entre les actifs transférés et les passifs associés, un tableau de la juste valeur. Ce tableau de la juste valeur comprend la juste valeur des actifs, la juste valeur des passifs associés, mais aussi la différence entre la juste valeur des actifs et la juste valeur des passifs. On a enfin la valeur comptable une fois l'actif transféré, pour l'actif et pour les passifs associés. Et on a également la valeur comptable totale des actifs initiaux avant le transfert, ainsi que pour les passifs associés. Pour la seconde catégorie, les actifs financiers transférés, cette fois-ci, sont décomptabilisés. En revanche, on accorde beaucoup plus d'importance aux droits et obligations qui sont conservés. C'est ce qu'on appelle le lien conservé. Un lien est conservé quand un droit ou une obligation relatif à l'actif est conservé. Ce lien résulte de dispositions contractuelles. On va utiliser l'IFRS 9 pour un peu déterminer ce que c'est qu'un actif financier transféré décomptabilisé dont un lien est conservé. Deux situations. Soit le lien conservé est suffisamment important pour permettre à l'entité de conserver le contrôle de l'actif. Dans ce cas, elle continue de comptabiliser l'actif. Mais dans la mesure de son implication dans celui-ci. Donc on met en place un ratio. Deuxième situation, le lien conservé n'est pas assez fort, donc l'entité a perdu le contrôle de l'actif. Elle le décomptabilise, mais comptabilise les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert. Une fois que l'on a identifié un actif financier décomptabilisé, mais dont un lien a été conservé avec celui-ci, via l'IFRS 9, on peut commencer à renseigner les informations demandées par l'IFRS 7. Ces 6 informations qui sont fournies à la date de clôture et qui sont ponctuées suivant la catégorie, une ou deux, qu'on aura choisi dans l'IFRS 9. C'est-à-dire si on avait un lien suffisamment important pour garder le contrôle ou non. Première information, c'est la valeur comptable des actifs et passifs qui représentent les liens que l'entité conserve. Deuxième information, c'est la juste valeur des mêmes éléments. Troisième information, le montant qui représente le mieux l'exposition maximale au risque de perte pour l'entité sur cet actif, sur ces liens conservés. Quatrième point, c'est les sorties de trésorerie actualisées si on veut racheter l'actif. Cinquième point, c'est les mêmes sorties de trésorerie mais non actualisées. Sixième point, ce sont des informations qualitatives pour étayer un peu toutes les informations précédentes. Ce sont par exemple la description des actifs, la nature et le but des liens conservés, la description des risques, etc. Une fois les informations données par opération, par contrat de transfert, c'est-à-dire les 6 informations qu'on a vues précédemment, l'entité va rajouter d'autres informations. C'est des informations qui vont varier pour chaque type de lien conservé. Il y a une exception s'il y a plusieurs liens pour un même actif, même de plusieurs types différents. C'est pas recommandé, mais l'entité peut les présenter comme un seul et même lien. Donc, pour chaque type de lien conservé, on va indiquer 3 éléments. Le premier, c'est le profit ou la perte comptabilisée à date de transfert des actifs. Deuxième élément, c'est si le prix est constatable sur un marché. Sinon, on indique le niveau de juste valeur, 2 ou 3, si on ne peut pas constater un prix sur un marché. Troisième élément,
c'est les produits ou charges comptabilisés si leur répartition n'est pas uniforme. Pour ce faire, on va remplir 3 autres points. Ces 3 points, c'est la partie de la période de présentation de l'information financière pendant laquelle a été effectuée la plus grande part des transferts. Deuxième point, le montant comptabilisé au titre des transferts. Troisième point, le montant total du produit des transferts attaché à la partie de la période relevée. Ces 3 points vont permettre d'obtenir nos produits ou charges comptabilisés en cas de répartition non uniforme, bien entendu. Ces 3 points ne sont pas renseignés si les produits ou charges comptabilisés sont uniformes. Petit rappel, j'en ai mis qu'une partie, mais ce n'est pas exhaustif. Les liens conservés ne peuvent pas être des éléments frauduleux ou des éléments qui sont contestés par une décision de justice. Partie 3. Exemples et résumés. Pour terminer, nous allons voir ensemble la mise en forme de l'IFRS 7 dans les comptes annuels, plus précisément dans l'annexe. Nous prendrons comme exemple les comptes de BNP Paribas, qui est de loin la plus grosse banque française, en 2009, année de la matérialisation de la norme dans les comptes. Tout d'abord, dans la partie relative aux normes à appliquer, il est mentionné que l'entreprise est tenue de suivre les normes IFRS avec une précision de l'exercice à partir duquel les dispositions s'appliquent. L'annexe a comme but la compréhension des comptes annuels par le lecteur ou l'utilisateur de ces comptes. Il est donc inscrit explicitement comment sont classés les instruments financiers. En l'espèce, nous avons 3 niveaux selon l'observabilité des instruments. Le premier se rapporte aux cotations sur un marché d'actifs. Ces instruments sont considérés comme les plus fiables. Le deuxième niveau se rapporte aux instruments évalués selon des techniques utilisant des paramètres observables, tandis que pour le troisième niveau, les paramètres ne sont pas observables. Dans les états financiers consolidés, des pages entières sont consacrées à la circonspection des risques mentionnés plus tôt. Dans l'exemple du bilan de la BNP en 2009, on trouve comme type d'actifs et de passifs soumis à la norme les instruments financiers en valeur de marché par résultat, les instruments financiers dérivés de couverture et les actifs financiers disponibles à la vente. Les actifs et les passifs financiers sont ventilés dans un tableau de l'annexe selon leur niveau d'observabilité mentionné. Le tableau reporte aussi les chiffres de l'exercice précédent afin d'offrir une compréhensibilité accrue au lecteur des comptes. Ici, les postes de 2008 ont été retraités afin de permettre la comparabilité entre l'exercice 2009 et 2008. Dans la globalité, la quantité et la transparence d'informations sur les instruments financiers sont en constante amélioration, mais demeurent hétérogènes d'un groupe à l'autre, rendant complexe toute démarche de comparabilité. C'est particulièrement vrai sur le thème de la détermination des dépréciations d'actifs financiers ou sur les informations fournies sur les valorisations en juste valeur de niveau 3. En résumé, l'IFRS 7 a été mise en place afin de fournir une lecture la plus transparente possible des instruments financiers comptabilisés. La norme garantit que les instruments utilisés soient regroupés dans des catégories adaptées, que les informations soient qualitatives, quantitatives et suffisantes. Ces instruments financiers peuvent se rapporter aussi bien à des actifs financiers qu'à des passifs financiers ou des instruments de capitaux propres pour une autre entité. Ces instruments financiers sont comptabilisés selon le modèle économique de l'entité, soit au coût amorti, à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ou à la juste valeur par le biais du résultat net. Les informations à fournir sont variées et se rapportent à l'exposition au risque, aux variations de la juste valeur, à la description des méthodes comptables, au reclassement, entre autres. Les états financiers doivent par ailleurs présenter la nature et l'ampleur des risques auxquels est exposée l'entité, découlant des instruments financiers.